Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Dans ce second épisode de la saison 2, nous allons parler de libertinage, de couple ouvert, d'échangisme, de ménage à trois, de partouze. Bref, nous allons nous demander si lorsque nous nous livrons à ces pratiques, nous sommes dans une sorte de suicide sentimental ou à l'extrême pointe de la tendance. Comme d'habitude, je parlerai de mon point de vue, qui n'appartient qu'à moi, qui s'articule sur une longue expérience, et en particulier sur celle des milliers d'hommes et de femmes qui m'ont parlé de leur sexualité. Je vous livrerai probablement des réflexions sexuellement incorrectes qui vous déstabiliseront mais qui vous amèneront à vous poser des questions. En d'autres termes, nous allons nous demander si ces pratiques correspondent à du sabotage ou si elles sont l'expression d'une réelle liberté. Je parlerai d'abord des femmes libertines, puis des hommes libertins et enfin des couples ouverts ou libertins. N'oublions pas que, à l'origine, le mot libertin était attribué aux esclaves libérés et donc n'avait rien à voir avec la sexualité. De surcroît, si au XVIIIe, entre Laclos, Vivant de Nom, Crébillon et toute la clique, le libertinage était à la mode dans les salons littéraires, la notion de libertinage signifiait aussi, au-delà du plaisir, de la sensualité et des principes de dévergondage, d'avoir une liberté de ton et de parole et d'être plutôt anticlérical. C'était celui qui se libérait des contraintes religieuses et philosophiques. On parlait alors de libres penseurs qui provoquaient, qui faisaient scandale et qui, tel Sade, n'hésitaient pas à narrer des scènes sexuelles provocantes qui avaient lieu dans des couvents avec une liberté de ton presque dérangeante et qui fait encore scandale aujourd'hui. De nos jours, le libertinage signifie mœurs libérées et libres et bien sûr, le libre penseur, l'esclave libéré, le philosophe passe bien après la chair, le sexe, la jouissance, l'excitation et la recherche de plaisir toujours plus sophistiqué, toujours plus raffiné, comme si parfois il fallait aller toujours plus loin. Que puis-je dire des femmes libertines? De mon expérience sur le terrain, ce sont des femmes qui, à un moment de leur vie, qui a pu durer quelques années, ont pratiqué, entre guillemets, le libertinage. Certaines ont eu beaucoup d'aventures rapprochées et ont goûté à la saveur des hommes, avec beaucoup de légèreté, sans trop de cadre, et au milieu de cette découverte, de cette exploration de leur sensualité, elles ont parfois été amenées à pratiquer l'échangisme, à fréquenter des clubs échangistes, avec des règles qui avaient été mises en place par leurs partenaires du moment. Et pour certaines, c'est presque devenu un mode opératoire. C'est pour ça que je dis que parfois ça a duré quelques années. Très souvent, lorsqu'elles racontent leurs expériences, elles se mettent en scène, elles revendiquent leur libertinage, elles en jouissent au sens propre et au sens figuré, et trouvent ça complètement moderne et branché. Elles pratiquent généralement le libertinage après une rupture, notamment avec un mari un peu plan-plan qui n'était pas forcément porté sur la chose, ou tout du moins pas de la manière qui lui aurait permis de grimper au rideau, comme on dit vulgairement. Ou lorsqu'elles sortent d'une longue période de célibat, pendant laquelle elles ont envie de s'amuser, disent-elles, elles peuvent être très jeunes ou le découvrir à la cinquantaine passée. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que lorsqu'elles me lancent avec une certaine arrogance, je dirais, leur libertinage au milieu de la consultation, elles expriment une sorte de joie, presque de la fierté, et elles adorent me convaincre du fait qu'elles sont libérées. Et moi, quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de voir la femme abusée, la femme qui rentre dans le jeu de l'homme, celle qui cherchait l'amour et qui, à défaut de le trouver, est passée par le sexe. Je vois aussi la petite fille qui joue sur les genoux d'un homme et qui est perçue comme une femme alors que probablement, à certains moments, ce n'est pas le sexe qu'elle revendique, mais peut-être le papa bienveillant qu'elle n'a pas eu. Bien sûr, lorsque je creuse son histoire, je réalise qu'il y a eu une brochette d'hommes libertins, avec toutes les formes que cela peut prendre, beaucoup d'expérience. Ils lui ont appris à se connaître, dit-elle, à connaître sa sexualité, pourquoi pas. Après tout, tous les chemins ne mènent-ils pas à Rome? Pour autant, aucun de ces hommes n'est resté. Certains, beaucoup même, étaient déjà engagés, et ne se sont jamais désengagés pour elle. Quand elle allait dans les clubs échangistes, qu'elle paradait, qu'elle avait les hommes à ses pieds, elle se sentait femme. Elle voyait leurs érections, pour elle, le pouvoir qu'elle détenait sur eux à ce moment-là. Et elle avait l'impression d'exister, sans doute parce qu'elle n'avait pas assez existé auparavant. Alors autant je pense que la jeunesse nous donne des envies d'expérience, d'expérimenter, de découvrir. Qui n'a pas joui à l'idée de découvrir
la saveur du même, à savoir d'une personne de son sexe. Qui ne s'est jamais retrouvé lors de soirées alcoolisées, ou pas d'ailleurs, qui dégénéraient en nouvelles expériences, en chiche, en poker menteur, en jeu avec des gages. Et tout cela finissait par des échanges de partenaires, ou la première expérience avec le partenaire du même sexe, qui un jour ne s'est pas retrouvé en tant qu'homme coincé entre deux femmes dans un lit, ou en tant que femme coincé avec une femme d'un côté et un homme de l'autre, voire deux hommes. Probablement certains d'entre vous diront « Ben non, moi ça m'est jamais arrivé, ils sont peut-être vieux et me trouvent un peu pathétique de raconter des choses qui ne leur sont jamais arrivées. » Mais on peut dire que lors de l'adolescence, lors des années d'études, ce sont des opportunités qui se présentent régulièrement. Je me souviens, quand j'étais en fac, certains étudiants de bonne famille squattaient la maison de campagne de leurs parents. Et il était bien connu qu'on y partousait. Il soufflait à ce moment-là un vent d'excitation, d'interdit, de transgression, mais aussi de terreur, parce que le modèle judéo-chrétien était encore assez puissant à l'époque. C'était certainement la tendance du moment, mais j'ai entendu ce type de proposition, de week-end crapuleux et de soirées qui dégénèrent, de la part de mes coachés jeunes. Le désir de connaître, d'apprendre, d'expérimenter, d'explorer a toujours été la caractéristique de l'adolescence et de la jeunesse. Je ne dis pas que toutes les pratiques libertines sont forcément des pratiques qui nous renvoient à l'abus, mais ce dont je suis certaine, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui arboraient leur libertinage comme l'expression de leur liberté, d'une liberté plus que revendiquée, il y avait dans leur histoire familiale de l'abus. Et ce serait caricatural de dire qu'elles ont vécu un abus sexuel qui les aurait évidemment amenées à être libertines. Malgré tout, j'ai eu l'occasion, sur les plateaux télé, dans le cadre d'émissions qui parlaient d'amour et de sexualité à la sortie de mes livres, de parler très souvent à des actrices porno, à des femmes qui pratiquaient le striptease, dans des boîtes, à d'anciennes prostituées, ou à des prostituées encore en activité, voire des escortes, ou à ce qu'on appelle des amateurs, comme des photos ou du porno, en d'autres termes, des personnes qui sont très impliquées dans une pratique sexuelle, mais qui ne le font pas pour l'argent. Je les ai longuement interrogées pendant la pause maquillage, et j'ai réalisé, la plupart du temps, malgré parfois leur déni, qu'il y avait eu de l'abus dans leur vie. Alors l'abus pouvait effectivement être lié à la sexualité directement. J'ai remarqué aussi dans cette même perspective que beaucoup de femmes qui avaient été attouchées ou abusées prenaient plus facilement la direction de la prostitution, de l'échangisme, de l'actrice porno, même en amateur, comme je viens de vous le dire, mais pas forcément. On pourrait donc même envisager l'hypothèse dans laquelle l'abus a pris une forme qui s'exprime à des années-lumière de la sexualité et s'est carrément déplacé sur la sexualité. À cet égard, je pense à une jeune femme que je coach, dont les parents sont des catholiques intégriste, avec cette particularité que le père a beaucoup de maîtresses, ce qui est assez rare dans ce genre de milieu, mais pas selon ma coachée, qui prétend que son père n'est pas le seul. En tout cas, c'est la seule fois où l'une de mes coachées, d'un milieu très catholique, a eu un père aussi infidèle que le sien. C'est un constat. C'était pas du tout un secret. La mère emmenait parfois ma coachée visiter la maîtresse. Elle passait son temps à se plaindre et à pleurer auprès de ma coachée, qui étant l'aînée des filles, est devenue la confidente, comme dans les pièces de Marivaux. Curieusement, le fils aîné est devenu catho, il a pris la posture opposée à celle de son père et il a fait 8 enfants avec une catho de son environnement. La seconde, la fille du milieu, donc ma coachée, présente bien, est assez sexy, est une femme joyeuse et libérée, qui joue beaucoup sur son corps, qui plaît beaucoup aux orientaux, qui a eu beaucoup d'aventures, et qui n'est pas coincée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a eu quelques histoires, malheureusement jamais très longues, et à 40 ans, cherche désespérément à avoir un enfant. Elle se positionne évidemment à l'opposé de la mère, qui est une grenouille de bénitier, et la petite dernière, qui doit avoir 35, peut-être 38 ans, elle est vierge. Probablement qu'au XVIIIe siècle, elle aurait fini dans un couvent. Alors quand j'entends parler de femmes qui ont eu des périodes libertines, qu'elles revendiquent donc comme l'expression de leur liberté, je suis toujours interrogative. Cela ne remet pas en cause les expériences positives qu'on peut avoir à travers le libertinage. Cela peut très bien se passer, et j'ai entendu des gens qui témoignaient d'une forme de libération, qu'ils avaient réussi à se mettre nus, à dépasser leurs inhibitions, mais entre vous et moi, il y a d'autres façons de parvenir à ce résultat. Je vous en parlerai un peu plus loin. Au fil de mes consultations, j'ai remarqué que la sexualité avait toujours été un fil conducteur, et j'ai tendance à dire cette phrase que je trouve très adaptée: dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. Avant de vous parler de l'homme libertin, je vous rappelle que j'ai créé une formation qui s'appelle « Mieux comprendre les fantasmes sexuels des hommes ». Dans cette formation, je développe ma pensée et vous donne des clés pour identifier ce qui vous arrive et si c'est juste pour vous. Cette formation est en promotion à 37 € au lieu de 97 jusqu'au dimanche 3 octobre à minuit. Vous trouverez le lien ci-dessous. Je vais maintenant vous parler des hommes libertins. Et comme je ne peux pas généraliser et que je ne vais pas vous parler de tous ceux que j'ai pu croiser, je vais vous raconter une anecdote. Il y a très peu de temps, j'organisais une soirée tantra à Paris et il y avait là un homme, appelons-le Nicolas, que je connais depuis une quinzaine d'années et qui vient essentiellement aux soirées tantra organisées par les cafés de l'amour.
Je le vois donc maximum 3 fois par an. Je le trouvais amusant, original, inattendu, beau gosse de surcroît. C'était un type que j'aurais volontiers présenté à ma petite sœur. Comme je savais qu'il était divorcé depuis déjà un moment, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il quitte la soirée, je lui demande « C'est quand la dernière fois que tu es tombé amoureux ?» Directement, il m'a répondu « 10 ans ». J'étais surprise, j'étais un peu choquée même, parce que 10 ans sans tomber amoureux, c'est long. Et face à cette surprise, je lui demande pourquoi ça s'est terminé. Il m'explique qu'elle n'était pas disponible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu chez des hommes bien sous tout rapport, cette façon de tomber amoureux de femmes déjà en couple, donc inaccessibles, donc avec lesquelles on peut lâcher les fauves de l'état amoureux. Ces femmes-là ne quitteront sans doute jamais la sécurité que leur offre un mari soporifique, mais au portefeuille bien garni. Ces femmes-là souhaitent peut-être aussi élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Alors évidemment, la coach en moi ne peut s'empêcher de pousser l'enquête, et je lui pose cette question aussi sotte que grenue. Et depuis, vous vous doutez bien que sa réponse a un lien avec le sujet de ce podcast, puisqu'il me dit « je pratique le libertinage ». Et là, je dois dire que le mythe s'est effondré. Il s'est dépiédestalisé en une fraction de seconde. J'étais quelque peu déçue et je me suis dit comme quoi une perception, une sensation, une intuition ont souvent toutes les raisons du monde de rester à leur place. Pour autant, j'imagine que n'importe quelle jeune femme qui aurait eu rendez-vous avec lui pour un verre aurait entendu ce que moi j'ai entendu. Car il n'est pas homme à se cacher ou à jouer un jeu. Il est plutôt du style à être brut de coffre dans sa présentation de lui-même. Alors, pourquoi étais-je quelque peu déçu? Parce que cet homme qui respirait le tantra, le tantrisme, qui se prétendait être un tantrika avec toute la philosophie qui va avec, qui, en plus des soirées tantra que j'organisais, suivait des stages, était capable de libertinage. Alors il m'a expliqué que c'était joyeux, que c'était des soirées privées, qu'ils étaient tous nus, à faire l'amour les uns avec les autres, avec des gens charmants, bien élevés, etc. Et quand il me racontait, je voyais sous mes yeux défiler la scène. Je me serais cru dans le film Eyes Wide Shut. Je sais pas pourquoi j'avais cette scène-là qui m'arrivait. Pour moi, le libertinage est l'antithèse du tantra. Et comme dans le tantra, il y a effectivement un côté lâcher prise, nudité, transgression et sortir de ses conditionnements, je disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres façons de se libérer que de pratiquer le libertinage et je pensais que le tantra avait libéré de nombreux coachés à moi. Du coup, je n'avais plus du tout envie de le présenter à ma petite sœur. Pourquoi j'insiste? Parce que dans mon expérience du tantra précisément, et Dieu sait que je me suis beaucoup formée, ce que j'ai appris, c'était qu'on pouvait se rencontrer par la tête, par le sexe ou par le cœur. Et que bien sûr, le tantra privilégiait plutôt le sexe et le cœur. Le sexe en tant que énergie sexuelle ou énergie de la colère ou énergie de la joie, voire énergie de la frustration. Dans la vraie vie, c'est généralement l'énergie sexuelle qui domine et l'énergie du cœur n'est pas présente. Dans le tantra, c'est l'inverse. On apprend à amener la femme du cœur vers le sexe et à amener l'homme du sexe vers le cœur pour qu'ils se rencontrent au bon endroit. Et je trouvais ça totalement paradoxal de fréquenter les soirées tantra, de faire des stages en dehors pour finalement avoir une vie sexuelle qui tournait autour du libertinage. Alors des hommes libertins, j'en ai rencontré quelques-uns, et tous affichaient leur libertinage comme s'il s'agissait d'une nouvelle philosophie, c'est-à-dire au sens traditionnel du terme, au sens ancien, alors qu'en fait c'était une façon relativement élégante ou pseudo-élégante de vous expliquer qu'ils avaient envie de vous voir dans leur intimité. Et c'était supposé être quelque chose de formidable que vous deviez accepter. C'était même, je dirais, une autre façon de dire je suis cinéaste, je suis avocat, je suis médecin, je suis libertin. En gros, c'était presque une carte de visite sociale supposée faire rêver la femme. Et contre toute attente, cela a fait rêver certaines femmes. Vous allez me demander pourquoi est-ce que ça ne t'a jamais fait rêver? Parce que ce que j'ai appris dans le tantra, c'est que faire l'amour avec amour n'a rien à voir avec faire du sexe, comme on dit aujourd'hui. Faire l'amour avec amour, c'est rencontrer l'autre dans son intimité, voir le dieu ou la déesse en l'autre. C'est respirer ensemble. C'est toucher un espace de spiritualité qui pour moi est à des années-lumière du libertinage. Quels que soient les arguments que vous allez me balancer du type que c'est joyeux, c'est festif, etc. Et pour vous le prouver, je vais vous parler de 2 couples que j'ai eu l'occasion de coacher. Le premier avait cette particularité d'avoir une maison au Cap d'Agde, qui est un endroit très particulier. Et comme je suis une coach non conformiste, j'ai coaché le père, la mère et les 2 enfants séparément. En réalité, c'est l'homme qui a entraîné la femme là-dedans. Et ils avaient un couple d'amis avec lequel ils partageaient leur sexualité. Évidemment, avec les années, l'épouse en a eu assez de jouer ce jeu. Et progressivement, ils ont pris de la distance avec leur couple d'amis sexuels. Ils ont vendu leur maison du Cap d'Agde et il se trouve que l'époux a eu une liaison avec la fille de ce couple d'amis. Vous voyez, comme quoi le libertinage peut être parfois quasiment incestuel. Mais le plus intéressant, c'est que en coachant les 2 gamins, qui avaient à l'époque respectivement
18 ans pour lui, peut-être 20 et 16 pour elle, il se souvenait d'une scène où il sortait de sa chambre, il avait fait la sieste, et là il trouve sa mère et la copine de sa mère, donc l'épouse de l'autre couple, en train de regarder un film porno. Plus tard, elle m'a confirmé qu'elle devait s'exciter sur ce film porno pour ensuite rentrer dans leur séance de libertinage. Et ce jeune adulte a mis les mains sur ses yeux, comme pour signifier qu'il ne voulait pas voir. Par la suite, sa petite sœur de 16 ans s'est souvenue d'une scène où son frère était sur elle comme un lapin en rut et se frottait sur elle. Elle devait avoir entre 6 et 9 ans. Bien sûr, ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu d'intimité entre eux, mais probablement il répétait quelque chose qu'il avait vu. Et ce qui est certain, c'est que tout le dysfonctionnement de cette famille tournait autour du libertinage et de ses dommages collatéraux et de ses répercussions. Ce qui ne signifie pas évidemment que tous les dysfonctionnements familiaux sont liés au libertinage. Mais il aurait pu y avoir à la place du libertinage l'alcoolisme du père, son infidélité, une maladie auto-immune, un accident de travail, une dépression, ou du côté de la mère d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le libertinage n'est pas juste une expérience amusante de jeunes gens qui vont en club échangiste et qui ont une sexualité libérée jusqu'à leurs 35 ans. Un autre couple où l'homme avait entraîné la femme dans l'échangisme et ça s'était terminé par un divorce. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand la sexualité non conventionnelle arrive dans un couple qui existe depuis très longtemps ou depuis un certain temps, ça se complique toujours et ça se finit mal. Quand la sexualité transgressive et non conventionnelle fait partie du package de départ du couple, elle est une manière de réagir à un passé, et tout couple qui pratique ce type de transgression ou qui s'autorise une liberté est forcément un jour ou l'autre rattrapé par l'origine de cette expression fantasmatique. Parce qu'on ne peut pas fuir son histoire, parce qu'on ne peut pas fuir son enfance, et qu'on la fuit dans une sexualité différente. Je ne parle pas de sexualité déviante, je parle de sexualité non conventionnelle, pseudo-libérée, peut-être même libérée pour certains, pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi dans l'alcool, dans la drogue, ou dans toute forme d'addiction qui permettent d'éviter de voir. D'éviter de voir quoi ? La blessure, la frustration, la maltraitance, la négligence, l'humiliation, l'abandon, à quelque niveau que ce soit, de l'enfant que nous fûmes. Et tant que nous ne confronterons pas nos origines, tant que nous n'accepterons pas que dans notre package de vie, il y avait ces parents-là, cette éducation-là, ces dysfonctionnements-là, ces frustrations-là, ces manques d'attention-là, et que notre hypersensibilité faisait que nous étions peut-être plus demandeurs, plus exigeants, plus impérieux que le reste de notre fratrie. Alors, si vous pratiquez le libertinage et si vous sentez que vous touchez des limites, ou si l'un des deux bascule dans une formule qui ne correspond plus au contrat d'origine, posez-vous les bonnes questions. Et si demain, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, célibataire, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit avec une certaine nonchalance, qui ne manque pas d'arrogance, qu'il est libertin, qu'elle est libertine, demandez-vous où vous voulez aller et si ça vous correspond vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.